Bienvenue à tous nos auditeurs sur Premier Pas FOH, le podcast qui éclaire la gestion de l'humain dans l'entreprise. Je suis Pascal Lafaille, consultant et formateur en facteurs organisationnels et humains. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, pour beaucoup de personnes qui recherchent un emploi, est assez difficile, c'est postuler en ligne. Parce que quand on postule en ligne, on doit déposer son CV, sa lettre de motivation, et puis derrière, il y a un robot. Un robot RH. On va l'appeler comme ça tout au long de ce podcast, le robot RH. Et ce robot va filtrer les informations contenues dans les documents fournis par le candidat. Et très souvent, dans beaucoup de cas en tout cas, le candidat n'arrive pas à obtenir un entretien qui aurait pu lui permettre de développer ses compétences, son parcours derrière. Voilà. Donc c'est un peu le sujet qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Et pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai souhaité inviter Julie Chard de la société Echo. Bonjour Julie. Bonjour Pascal, merci pour ton invitation. Merci à toi. Alors, avec Julie, on se connaît depuis quelques années. J'ai tout de suite adhéré à sa façon de percevoir la gestion RH. Elle va nous présenter, elle se présentera juste après. Et puis, comment elle accompagnait les candidats dans dans leur parcours de recherche. Et justement parce que il y a des candidats où postuler en ligne, c'est plutôt difficile. Non pas qu'ils n'ont pas de compétences et d'expérience, c'est surtout que c'est très difficile de mettre ça dans des cases déjà toutes faites. Voilà. Donc, Julie, je te propose déjà, pour poser quelques règles, d'employer le tutoiement, parce que c'est quand même le, Ça me va bien. le mode de communication qu'on emploie déjà ensemble. C'est bon pour toi? Bon. C'est bon, Ok. évidemment. Julie, est-ce que tu peux te présenter, et cela de la façon dont tu le souhaites? Oui. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Donc, peut-être que je pars aujourd'hui. Je suis maman d'un petit garçon qui a un peu plus d'1 an et je suis entrepreneuse depuis 2 ans et demi déjà. Donc voilà, j'essaye de développer un cabinet de recrutement et de conseil RH un peu différent, où notamment j'ai développé une méthode de recrutement sans CV pour répondre aux attentes du monde du travail en 2024, un peu plus actuel. Et puis, pour tout ce qui est du passé, je viens de la campagne lautoise. Et voilà. Et puis au final, la vie m'a amené à faire des études. Donc j'ai fait un master RH qui n'était pas du tout dans mes plans d'origine. Et puis j'ai eu une carrière d'un peu plus de 12 ans dans les RH, dans des univers très différents. J'ai connu les grands groupes en France, à l'étranger. J'ai vécu notamment en Inde et en Chine. Et puis j'ai connu l'environnement startup, parce que j'ai cofondé un incubateur à startup il y a quelques années à Paris. Et j'ai aussi connu le conseil RH et la DRH d'une filiale d'un grand groupe, donc plutôt le format PME. Et en fait, dans toutes ces expériences, j'ai malheureusement observé de la souffrance au travail, ou en tout cas des collaborateurs qui ne sont pas pleinement bien sur leur poste. Je l'ai aussi moi-même connu sur certains de mes postes. Et ça n'a jamais été dû au fait que les personnes ne maîtrisaient pas les compétences associées à leur poste, mais par contre qu'elles se sentaient pas bien dans leur environnement de travail, pas alignées. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être je me suis pas bien intégrée à l'équipe, ou c'est plutôt les valeurs de l'entreprise qui finalement ne me correspondent pas, ou il y a un changement de direction, je m'y retrouve plus, ou changement de manager, je m'y retrouve plus. En tout cas, ça peut être plein de facteurs, mais c'est souvent lié à l'environnement et pas à la non-maîtrise de compétences, parce que ça, en plus, en général, on sait comment y remédier. C'est assez Hmm. facile, il y a des leviers pour ça. Et donc, je me suis dit, quelle est notre responsabilité, nous, RH, pour éviter ces situations qui sont bénéfiques ni pour les collaborateurs ni pour l'entreprise. Et est-ce que, au final, notre façon classique de recruter, en commençant par un filtre des CV, est la plus pertinente pour répondre, encore une fois, aux enjeux auxquels on fait face, parce que le monde évolue et le recrutement, c'est une des seules choses qui
a très peu évolué, où on va en parler, qui évolue, mais avec l'utilisation de solutions digitales. Et donc, quid de est-ce que on va dans le bon sens et est-ce que on en fait un bon usage en tout cas. Hmm. Ok. Oui, alors tu l'as un peu évoqué, mais parce que c'est vrai que le monde des RH, tu le dis, est un peu en retard, je trouve. Enfin, quand je rencontre des personnes comme toi qui ont voilà, une autre approche du système RH, on voit bien que c'est difficile de bouger cette institution RH, ce mode de formation. D'ailleurs, même quand je rencontre des jeunes qui sont en formation RH, des fois, j'hallucine parce que voilà, j'ai l'impression qu'on leur enseigne un autre monde qui n'est plus très en Mm. lien avec le monde actuel. Euh, et toi, qu'est-ce qui t'a, entre guillemets, donné envie, justement, parce que toi qui as connu des systèmes très élaborés de recrutement RH, de stratégie RH, qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'énergie, parce que c'est pas facile de sortir du cadre et de dire, OK, moi je vois que ça marche pas et je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais essayer de construire une autre façon de recruter. Qu'est-ce qui t'a donné cette... Tu l'as un peu évoqué, mais vraiment, il faut quand même beaucoup d'énergie pour faire ça. Il faut beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est en moi, en fait, depuis toujours. Et il y a enfin oui, il y a peut-être deux choses. Il y a le fait que, au final, je me suis jamais sentie dans le cadre, parce que comme je t'ai dit, j'étais déjà pas censée être là à la base, et on m'aurait dit qu'un jour je serais DRH d'une filiale d'un grand groupe, je l'aurais jamais, mais vraiment jamais cru. Donc voilà, le fait que j'ai quand même, j'ai pas, disons, j'ai pas été formatée, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est une chose. Même si j'ai fait un master, mais je l'ai fait à la fac. Hein. J'ai pas fait une grande école de commerce, par exemple. Enfin, voilà, j'ai pas, j'ai jamais, moi, je me suis jamais sentie dans des cases et je me suis toujours mal sentie dans les cases. Donc déjà, je l'incarne pour moi-même. Donc pourquoi ne pas le proposer aussi aux collaborateurs avec lesquels je travaille. Et le deuxième point, c'est des expériences qui sont vraiment venues, je vais y arriver, heurter mes valeurs. Des valeurs super importantes pour moi parce que c'est juste pas OK d'accepter que on travaille, enfin on passe la plupart de notre vie au travail et que ben, le travail puisse être autant source de souffrance, de désalignement, de dissonance en fait. Mm, Donc ça, c'est arrivé un moment où je me suis dit, bon ben voilà, j'ai deux options. Soit je change totalement de voie et je me reconvertis, mm, soit je reste dans le milieu RH, mais dans ces cas-là, j'essaye de le faire, enfin d'apporter quelque chose et de le faire en respectant ces valeurs-là qui me sont chères. ouais, mm, Bon, pour l'instant, j'ai choisi la deuxième option, mais c'est vrai que on est dans une culture française qui n'est pas vraiment propice au changement, qui reste ancrée sur des habitudes. Et voilà, il y a des pays, notamment le Canada, qui sont mais très à l'avance sur nous en termes de pratique RH. Et mm, surtout, je veux absolument pas blâmer les RH parce que c'est une fonction aussi en souffrance ouais, qui en général a pas vraiment sa place dans une entreprise et qui en général les RH ont une vision, une vraie vision humaine, mais qui n'ont pas forcément les moyens de la mettre en œuvre au quotidien. Et c'est vraiment une fonction de personnes qui ont fait ce métier parce qu'ils aiment profondément l'humain et qui au final on peut pas faire ça et sont voilà. Donc je veux pas non plus blâmer les RH parce que je trouve que en tout cas j'aimerais bien moi contribuer aussi à aider à redonner leur vraie place au RH au sein des entreprises, au sein des comités de direction, parce qu'aujourd'hui c'est pas OK, on n'y est pas encore, ouais. Très ouais, rarement en tout cas. je te rejoins beaucoup là-dessus parce que moi, enfin, je dirais depuis que je suis entrepreneur et que j'accompagne des chefs d'entreprise, des managers et des RH dans la prévention, dans la partie prévention, santé, sécurité. Euh, c'est vraiment un milieu que j'ai découvert. C'est vraiment un métier que j'ai redécouvert, que je percevais pas autant quand j'étais salarié, moi, en entreprise, Oui. et que j'ai découvert en étant au contact vraiment des personnes et de leur vie, de leur quotidien. Et c'est vrai que c'est vraiment un métier extrêmement difficile. C'est un métier très complexe Mm. qui aujourd'hui, même pour je dirais, une PME, une grosse entreprise, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être très sectorisées
par exemple la paye, Également, le recrutement, des la choses comme ça. formation, oui. Voilà. Mais quand on est sur des entreprises déjà des fois un peu plus petites, c'est une fonction qui est extrêmement, extrêmement difficile et que aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi il y a de plus en plus de personnes aussi comme toi, hein, qui sont des RH externalisés et qui vont pouvoir s'occuper des fois. Il y en a qui sont spécialisés dans la paye, il y en a qui sont spécialisés dans le recrutement et qui vont pouvoir aider des entreprises parce que, ben voilà, il y a des entreprises, moi je connais des RH qui ont la gestion de la prévention de la santé-sécurité dans leur fonction. Je veux dire, Oui, oui, j'ai rencontré des personnes qui n'en dormaient pas, quoi. Parce et que c'est une fonction, en effet, comme tu le dis, multicasquette, et il faut en permanence se réinventer. Maintenant, les RH doivent aussi savoir faire du marketing avec la marque employeur, doivent savoir se mettre au digital, le RSE, déployer des solutions, la RSE. Enfin, c'est une fonction à qui on demande énormément, toujours plus, hum, mais qui elle-même n'est jamais formée, hum, n'a le temps de rien, est ouais, toujours dans l'urgence, et encore une fois, n'a rarement une place stratégique au sein d'une entreprise, hum, donc qui n'a pas le temps, qui n'a pas les moyens de se dire, ben voilà la stratégie, voilà comment on va anticiper, voilà dans hum, quel ordre on va prendre les sujets. Voilà, on nous appelle souvent quand c'est un peu trop tard et que oui, voilà, il faut tout faire en urgence. c'est ça. Donc c'est vraiment, voilà, Hum. il y a aussi beaucoup de choses à faire bouger de ce côté-là, oui, pour Non, redonner aux RH leur vraie valeur ajoutée. oui, On a tous des zones de génie et c'est fou parce que moi je dis toujours euh, les chefs d'entreprise diront souvent le plus difficile, c'est gérer l'humain. Et en fait, c'est la zone de génie des RH, de savoir comprendre l'humain. Mais complètement. souvent, les RH se retrouvent sur une fonction support, très Hum, administrative, très tableur hum. Excel, etc. Oui, il en faut un peu, mais il faudrait pouvoir rééquilibrer pour qu'elles puissent refaire de la proximité, recomprendre les problématiques terrain des gens, des collaborateurs, et savoir y répondre de C'est, façon... quoi. c'est très très vrai et on observe dans les entreprises moyennes à grosses que la direction RH n'a pas le même poids que le directeur financier, par exemple. Exactement, on est d'accord. Alors que c'est les deux fonctions essentielles de l'entreprise, quoi, hein. L'un va Mm, avec l'autre. Voilà, mm, ok. mm. Donc aujourd'hui, on a un peu abordé le monde RH. Aujourd'hui, on va voir sur trois axes un peu, voir la limite des algorithmes, justement, de recrutement, l'importance aussi ben, d'un recruteur humain sur son intuition, sur son expérience de recrutement, qu'est-ce que ça peut apporter face à un robot, et puis un peu les stratégies ou les solutions, ben, comme la tienne, pour recruter un peu mieux demain, justement pour ouvrir un peu la réflexion, en tout cas RH, et donner peut-être aussi, redonner du courage aussi aux fonctions RH en entreprise, parce que comme tu le dis, on a des personnes qui, voilà, qui ont choisi cette voie-là par vraiment des valeurs profondes et des convictions profondes sur la gestion de l'humain et qui finissent ben, ou par quitter cette fonction-là Mm, carrément, changer de voie, ce qui est dommage, ou carrément ben, tomber dans une posture où ben, ils abandonnent, hein. Ils ont baissé les bras et mm, voilà, faites, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse et puis je mm. vais le faire. Voilà. Donc, OK. Donc, première partie sur la limite des algorithmes. Alors, selon toi, quels sont les principaux avantages et inconvénients bah, des robots RH, puisque ça existe. Donc, c'est bien qu'il y a des avantages, mais il y a peut-être aussi des inconvénients à ça. Alors, mon esprit critique a envie de commencer par les inconvénients, si c'est OK pour toi. Oui, Mais oui. le principal, en tout cas, inconvénient que je vois et sur lequel j'alerte, c'est déjà l'expérience candidat. C'est-à-dire que tout commence au moment du recrutement. On espère qu'une collaboration, c'est censé être une collaboration de confiance. Enfin, c'est censé être une relation de confiance qu'on espère durer dans le temps, évidemment, parce que personne n'a envie de recruter pour 18 mois. Euh, et, et donc, l'expérience qu'on va proposer au candidat, ben, voilà, il lit une annonce et puis il rentre dans un process de recrutement. Ça pose les bases de cette confiance ou méfiance. En tout cas, ça donne une couleur à la future relation. Et donc, si ce candidat-là, les premières étapes, c'est uniquement à travers une plateforme, des questionnaires à remplir,
des vidéos à tourner en live avec trois tentatives et pas une quatrième. Enfin, en tout cas, voilà, si son expérience commence comme ça, alors il aura un ressenti particulier Mm. qui va rester. Et puis surtout, ben, on le sait bien, hein, sur tous les candidats qui postulent, il y en a qu'un qui est retenu en bout de course. Donc à la limite, celui-là aura plus tard l'occasion de rencontrer des êtres humains et de faire des entretiens. Mais tous les autres vont rester ben, assez frustrés. Oui, en fait, et puis pour voir beaucoup de candidats, et peu importe l'âge, hein, même les jeunes, c'est déshumanisant un peu, Mm. c'est-à-dire que je suis pas du tout considérée. Moi, j'ai pris le temps de remplir un test et puis je reçois un mail automatique comme quoi je ne correspond pas au profil. Et ça permet pas de grandir parce que Mm. le robot RH, comme tu l'appelles, il fait pas un retour qualitatif. C'est ça, oui. Mm. Moi, je l'ai Donc souvent ça perd. vécu. Je l'ai souvent vécu personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a une réponse de non-recevoir, entre guillemets. Voilà, Et mais on puis, sait pas. et même si on appelle, on n'a pas de réponse plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas On peut. s'améliorer Mm. dans sa Non, candidature en tout cas, derrière. on peut pas savoir pourquoi. Voilà pourquoi. Mm. Et ça fait que bah, ça isole les candidats, ça leur fait perdre confiance. Mm. Euh, c'est quand même pas simple hein, quand on recherche un poste, surtout quand on a plus le luxe d'être déjà encore en poste. Et donc, voilà, l'estime de soi, ça est très fragilisé. Mm. Et donc, je dirais le principal inconvénient, c'est cette expérience candidat et l'impact que ça peut avoir. Côté avantage, je veux bien entendre que ça fait gagner beaucoup de Effectivement. temps hein, sur des entreprises qui ont des gros volumes de recrutement. Oui, j'imagine bien que c'est agréable, en tout cas c'est rassurant d'avoir ce premier tri-là. Mm. Parce que ben, le temps, en effet, c'est de l'argent et on est tous dans une course au temps. Donc j'imagine que c'est un des principaux avantages. Il pourrait y avoir la sensation que ça sécurise les recrutements parce que c'est pareil, le recrutement c'est perçu comme un risque pour un processus risqué Mm. où il y a des erreurs de recrutement qui coûtent très cher. Donc j'imagine que certains se disent ça réduit le risque. Ça aussi, ça dépend des solutions, hein. On ne peut pas non plus Mm. mettre tous les robots RH dans le même lot, mais ça réduit à coup sûr la perception du risque. Est-ce qu'après, Mm. ça réduit réellement le risque? C'est discutable, je pense. Oui, parce que bon, derrière, comme tu dis, on peut pas mettre tous les robots RH dans le même panier parce que, Non, non, il y en a en fait, tellement. Il y en a même trop parce qu'on ne sait plus du coup lequel est le plus c'est ça. approprié. Je pense qu'il y a des systèmes, je dirais, qui sont vendus aux entreprises comme système déjà fait, mais qui derrière, il y a quand même des humains qui mettent des paramètres, qui mettent des données. Qui permettent de filtrer justement les candidats et d'après ce ils ont mis dans leur CV et leur lettre de motivation. Mm. Ok. Euh, alors, est-ce que je t'ai posé une question, mais est-ce que tu as des exemples de situations où les algorithmes peuvent de recrutement, ben, ils ont échoué? Est-ce que tu avais eu dans tes relations des choses comme ça, à trouver des candidats potentiels? J'ai pas un exemple précis en tête Hmm. qui me vient, mais en tout cas, à l'heure où les carrières ne sont plus linéaires, c'est-à-dire que les jeunes, mais comme les moins jeunes, hein, Hmm. euh, changent de secteur, de métier, Hmm. en tout cas se renouvellent tous les 3 à 5 ans. La lecture d'un CV par un robot ne va pas forcément être capable d'identifier déjà quelles sont les compétences enfin, transposables de la Hmm. personne Hmm. euh, au poste en question, et encore moins ses modes de fonctionnement, parce que ça, Hmm. c'est pas du tout présent sur un CV Oui. ni dans une lettre de motivation, et quels sont ses modes de fonctionnement. Et donc, du coup, est-ce que cette personne va correspondre à la culture de Hmm. l'entreprise, va correspondre aux façons de prendre les décisions, de collaborer, Hmm. etc. Tout ça, c'est transparent dans un CV, dans une lettre de motivation. Ça veut dire que si le premier filtre est un robot RH, alors dès le premier filtre, on peut se couper de candidatures pertinentes, mais
qui, sur le papier, rentrent pas dans les cases. Voilà. Ah ouais. C'est un parti pris, hein. Et encore une Mhm. fois, je comprends que quand on est une entreprise qui a des énormes volumes de recrutement, si en plus on n'a pas de souci de volume de candidatures, ben, autant trouver une solution Mhm. pour les trier rapidement et Bien ne sûr. garder que... Mais voilà, par contre, si on a des enjeux de trouver des pépites rares, alors quid de ces méthodes-là? Mm. Hmm. Oui, oui, et après, je te rejoins là-dessus, parce qu'en fait, bon, les entreprises ne mettent pas des robots RH pour ne pas recruter. Derrière, il y a une certaine logique, effectivement, de temps, de coût, d'efficacité. Donc derrière, il y a quand même une logique derrière, hein, je veux dire, et puis le robot RH, à mon avis, déjà, ça a un coût aussi, hein. Il y a de la data, il y a de la maintenance. Il y a quand même un coût de base. Mais, euh, mais c'est vrai que derrière, aujourd'hui, dans le monde qu'on a aujourd'hui, où on a besoin de recruter, on sent bien, hein, il n'y a pas un secteur que je croise qui n'est pas en tension sur le recrutement. Il n'y a pas un secteur où ils se posent la question de comment garder les collaborateurs chez eux. C'est quand même un sujet important, quoi. Voilà. Et c'est vrai que tous ces sujets sont liés. C'est-à-dire que si on a des départs, c'est qu'il y a quelque chose dans le quotidien au travail qui ne répond plus à certaines attentes. Si on ne va pas le regarder, si on n'a pas Hmm. cette approche-là, alors on va rester dans notre boucle de on a besoin de recruter, c'est difficile de recruter. Eh Bon, oui. donc c'est aussi, en tout cas, c'est euh, dans mon approche du recrutement, c'est important de poser ces sujets-là dès le recrutement, même si en général, ils sont déconnectés, c'est-à-dire qu'il y Hmm. a le recrutement d'un côté et puis le reste de l'autre. Mais ça fait du sens de comprendre qu'est-ce que vit l'équipe, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et d'adresser ces sujets. Il y a Hmm. aussi quelque chose que je voulais préciser à ce stade, parce que souvent, ces algorithmes, comme tu le dis, la plupart des robots RH, c'est quand même un tri des CV sur la base de mots-clés, ou en Hmm. tout cas, c'est le robot RH qui va faire le tri des CV, même s'il y a d'autres solutions, comme on l'a mentionné. En fait, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée au monde de la recherche, notamment en psychologie du travail des organisations. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites autour des méthodes d'évaluation dans les process de recrutement. Et il y a un point sur lequel les chercheurs sont unanimes, et d'ailleurs il y a une méta-analyse qui regroupe 80 années de recherche dans tous les pays du monde sur la prédictivité d'un CV, c'est-à-dire Hmm. en quelle mesure un CV peut prédire la performance à venir d'un candidat. Et les chercheurs sont unanimes, c'est proche de zéro. Hmm. D'accord. L'âge, la formation, le nombre d'années d'expérience sur un poste donné, Hmm. donc ce qu'on voit sur un CV, Hmm. ça a une valeur prédictive qui n'est pas du tout fiable. C'est moins D'accord. de 0,10 la D'accord. corrélation. Ah, Euh, très intéressant. Hmm. c'est super intéressant. Mais Hmm. alors, ça pose vraiment la question de pourquoi on continue à utiliser le CV. Et encore une fois, c'est, je pense, une question d'habitude, sentiment Je- de réassurance hmm. et gain de temps, parce que c'est quand même simple Et puis peut-être formalisme à la française, comme tu l'as dit aussi. et Je veux dire, formaliste. c'est. Exactement. Voilà. Mais en fait, ça veut dire que dès ce premier tri, on a un gros biais parce que, Hmm. en tout cas, la recherche prouve que c'est pas prédictif. Oui. Ce qui commence à être prédictif, c'est par contre la motivation d'une Hmm. personne à tenir un Hmm. poste. Hmm. C'est pas pour autant que la lettre de motivation est un Oui. outil aussi pertinent. Mais la motivation, ça commence à Hmm. être un vrai facteur prédictif. Oui. Et la méthode qui a le plus haut niveau de prédictivité pour évaluer un profil, ça reste l'entretien, Oui. la rencontre. C'est Voilà. ça. Donc Mais ça répond aussi en partie aux limites des faut-il algorithmes. que le candidat Accède puisse à ce accéder à cet stade-là. entretien Exactement. pour exprimer sa motivation Exactement. et éventuellement son parcours, les compétences et leur enfin le fait qu'elles puissent être transposables dans l'entreprise, qu'il puisse aussi lui-même découvrir l'entreprise parce que il y a beaucoup d'entreprises, enfin je veux dire au travers même d'un site internet ou de l'espace de recrutement, euh, vous savez pas du tout à quoi ressemble le cadre de travail dans lequel Exactement. vous projetez. Vous postulez, mais vous savez même pas si ce cadre de travail-là, potentiellement, il peut vous correspondre. Et Mm. moi, j'ai un exemple dans mon cadre proche, qui est un jeune.
qui fait une mission d'intérim. Dans cette mission d'intérim de 2 jours, il est détecté par un manager. D'accord? C'est un grand groupe pharmaceutique américain. D'accord? Et ce manager qui n'a jamais recommandé personne en 16 ans de carrière, là, se dit, ce jeune-là, il faut le prendre chez nous. Il correspond au profil. Par contre, ce jeune-là, ben, le profil, l'annonce du profil demande un bac pro, BTS en électromécanique, de parler anglais, au moins anglais technique. Enfin, et puis toute une liste de profils. Ce jeune-là, il est d'un profil agricole. Les langues, c'est pas la peine de lui en parler. Voilà. Mais par contre, il a des qualités de travail, de raisonnement, que le manager a détecté. Il se dit, cette personne-là, je la veux. Et il nous la faut. Et en plus, c'est même pas pour lui qui recrute, c'est pour un autre manager. Mais il dit, cette personne-là correspond à ce qu'on a besoin dans nos profils. Pourquoi? Parce que, ben, après, j'ai eu un peu d'historique. Mais en fait, les jeunes qui recrutaient avec le profil correspondant à l'annonce sur le site en ligne, en fait, ces jeunes-là ne restaient pas dans l'entreprise par rapport au profil du poste. C'est un profil de déplacement, c'est un profil qui demande un travail aussi de manutention, ces jeunes-là ne restaient pas dans le profil. Et en Mm. fait, il avait détecté chez ce jeune-là des qualités. Ils ont tout fait pour l'embaucher. Ils sont passés par derrière, ils se sont débrouillés. Ils ont tout fait pour l'embaucher. Voilà. Et aujourd'hui, ce jeune-là, il est embauché. Il a un contrat. Il s'éclate dans son boulot, lui. Son manager est satisfait de lui. Voilà. Et donc, ça, c'est génial parce que c'est vraiment l'exemple que s'il était passé, admettons qu'il était passé directement par le robot Parce que là, en ligne, c'était clair que, voilà, il y j'aurais pas avait. été retenu. Ah ben là, je veux dire, presque même tu postules pas quand tu vois la fiche du poste, tu postules même pas. Tu dis non, Exactement. c'est pas Et donc, moi. à l'inverse, les erreurs que peuvent amener ce premier filtre, c'est de ne retenir que les candidats qui ont déjà une expérience, enfin, voilà, qui répondent à tous les critères du profil recherché, y compris en termes d'expérience passée, similaire à ce qu'on va rechercher. Et donc, on va devoir choisir entre X candidats Hmm, qui, bah, au final, seront performants, en effet, dès l'embauche, mais avec un risque élevé, un énorme angle mort sur leur capacité à s'intégrer, à vivre avec le projet de l'entreprise hmm, et à contribuer, à vraiment être engagé dans l'entreprise. hmm, Parce que en tant que recruteur, et quand je dis en tout cas en tant qu'employeur plus globalement, une fois qu'on a, allez, 3 candidats qui correspondent en termes d'expérience. Certes, on dit qu'en entretien, on va creuser la motivation, etc. Mais en réalité, on n'a pas envie de voir le loup. On n'a pas envie de hmm, se dire, oh là là, mais il a les compétences parfaites. Et plus le métier est technique, plus c'est vrai. hmm, Sur des ingénieurs, sur des compétences super rares, on n'a pas vraiment envie de voir que finalement, en termes d'état d'esprit, ça va pas le faire et oui, que la personne, elle est issue d'un grand groupe et on lui propose un projet startup. Et est-ce qu'on va aller vraiment creuser sa capacité à s'adapter à un environnement hmm, chaotique de startup? Pas vraiment, parce que on a enfin trouvé la compétence rare, la personne est d'accord de nous hmm, parler, est d'accord d'envisager de nous rejoindre, ça suffit. oui, On balle dans le pied. Et c'est ça le gros risque, en fait, hein, de faire ce premier filtre sur hmm. Oui, oui, ces il y a beaucoup compétences. il y a beaucoup de biais Voilà. cognitifs. Il y a beaucoup de biais cognitifs dans le recrutement aussi, la partie humaine, hein. Et puis on se dit, ah, ça y est, on a coché la case, c'est bon, là, oh là, oh là. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, quelles compétences ou qualités humaines les algorithmes ont du mal à évaluer? Alors, on l'a un peu vu, tu l'as un peu dit, la motivation, par exemple, bah, c'est difficile à évaluer. Alors, il y en a qui y arrivent très bien, voire trop bien peut-être, mais c'est les applications de questionnaires en ligne, de Hmm, questionnaires de personnalité qui viennent chercher les motivations. Il y en a qui sont très connus. Euh,
Donc c'est pareil, comment dire, chaque robot a sa spécificité. Donc celui-là est très smart pour aller comprendre les leviers de motivation d'un individu et se dire, ben, ça va correspondre à tel environnement de travail. Alors encore une fois, souvent une entreprise n'utilise pas 5 robots, elle Hmm. en choisit un. Ah oui. Euh, Hmm. donc déjà, voilà, rares sont celles qui choisissent celui-là. Et celles qui choisissent ces fameux outils qui permettent d'évaluer la motivation, moi je questionne juste à quel moment on le fait. Et surtout, en tout cas, l'expérience candidat. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment, enfin, c'est une éthique, où on fait passer un questionnaire à un candidat, alors il y a un débrief derrière, Hmm. humain, Hmm. que le candidat ait appris quelque chose de lui et pu donner son point de vue d'ailleurs sur Hmm. les résultats. Parce que c'est pareil, en fait, les robots, ils perçoivent des choses, mais c'est censé donner lieu à une discussion. Hmm. C'est pas figé. C'est pas parce que le robot a dit que Pascal était comme ci que Pascal est Hmm. comme ci, en fait. Hmm. Pas forcément. Pascal, dans un certain contexte, il peut être comme le robot l'a Bien décrit. sûr. Mais c'est Hmm. pas forcément ce qui le caractérise Hmm. profondément. Ou alors c'est quelque chose qui le caractérise profondément, sur lequel il est en train de travailler. Parce que voilà, donc voilà, ces robots-là sur la motivation, c'est important qu'il y ait un débrief derrière. Hmm. Donc bah, l'algorithme, il peut jamais avoir une vision totalement complète, systémique d'un Hmm. candidat. Oui. Il va être soit orienté motivation, soit orienté compétence, Compétence. soit orienté je ne sais quoi. Hmm. Mais il aura jamais, justement, comme un humain, à travers Hmm. un entretien de 45 minutes, d'une heure, il aura jamais une vision globale d'un candidat. Oui. Il aura forcément des angles morts. Hmm. Ok, ça marche. Donc, si maintenant on s'intéresse un peu à l'importance justement de la partie intuitive et de l'expérience de l'humain dans le recrutement, comment les recruteurs humains peuvent-ils compléter et corriger les biais des algorithmes? Parce que on a parlé des biais des algorithmes, mais que tu viens d'évoquer là, mais il y a aussi On des en a biais, aussi un, moi, j'assure. il y a aussi des biais humains Totalement. derrière. Voilà. Déjà, je crois qu'il faut qu'on accepte profondément que dans les RH et dans le recrutement, il y aura toujours des biais. Parce que Hmm. justement, on parle d'humain. Donc, on est tellement complexe qu'on ne pourra jamais trouver une méthode sans aucun biais. Par contre, ce qui est super important, c'est d'en être conscient, de les observer. Donc, au final, pour moi, un bon recruteur, c'est avant tout quelqu'un qui va bien se connaître Hmm. et qui va savoir détecter que, attention, là, potentiellement, je suis emballée parce que la personne me ressemble beaucoup. Ou, enfin, voilà, Hmm. c'est déjà bien se connaître. Ça, c'est super important dans les RH, hein, globalement. En tout cas, même pour un manager, hein. À partir du moment où on a une relation, Hmm. enfin, que notre rôle a un impact sur l'humain, je pense qu'on a une responsabilité d'apprendre à bien se connaître. Et puis, après, on ne peut pas le nier non plus, il faut l'accepter, le ressenti et notre intuition, ça reste un Hmm. super outil. Hmm. Et donc, Oui. bah, se parler, prendre le temps de parler à un candidat, de poser des questions, et dans les deux Et, sens, hein, pas que et le de... recruteur qui questionne le candidat, mais aussi le Hmm. candidat qui questionne le recruteur, c'est le meilleur outil pour savoir si on fait un bon choix. Et encore une fois, il y a quelque chose qu'il faut qu'on change, je pense, dans le recrutement, c'est cette notion que c'est l'employeur qui interviewe. Ben non, ça doit être réciproque. Le Hmm. candidat, il s'engage aussi à énormément de choses s'il accepte le poste. Donc, il faut aussi rééquilibrer dans un process de recrutement Hmm. le niveau d'information qu'on donne au candidat. Il faut qu'il puisse rencontrer l'équipe, il faut qu'il Hmm. puisse voir où il va travailler, etc., pour sonder est-ce que ça me correspond vraiment ou pas au-delà de Hmm. ce qu'on m'a dit et de C'est ce que ça. j'ai lu Hmm. sur l'annonce. Donc, comment les recruteurs peuvent compléter ou corriger les biais des algorithmes? La rencontre, prendre le temps Hmm. de la rencontre. Oui, oui. Oui, et puis on perçoit, selon l'expérience, l'intuitivité, la connaissance aussi de l'humain, du recruteur, il va percevoir, il y a le discours, mais il va aussi percevoir toute une quantité de signaux, Totalement, comme on dit, hein, la communication, il y a du non-verbal exactement. qui est là.
Et ça, c'est des choses qui sont en plus perçues par le cerveau en quelques millisecondes et qui vont participer à l'analyse derrière du candidat, quoi. Oui, oui, Voilà. Et je suis assez d'accord aussi avec toi, c'est que c'est pas que descendant, c'est pas un entretien descendant. Le candidat doit aussi s'assurer, et c'est aussi pour ça qu'il y a quelque part qu'il y a un entretien, de dire voilà dans quel espace de travail je travaille, est-ce que c'est un flex office? Ben, des fois c'est pas dit, tout n'est pas dit dans oui. l'annonce. Il y a beaucoup Et de choses puis, qui sont entre guillemets ou omis ou volontairement ou parce que ça ferait trop aussi de mettre tout dans une annonce, hein. C'est l'objectif aussi de l'entretien derrière oui, de détailler ça aussi. Quelle est l'équipe? mm, Est-ce qu'il y a des difficultés actuelles dans l'équipe? Par exemple, un manager qui va reprendre une équipe, ben, c'est important de savoir quelle est la situation. Est-ce qu'il est à moitié effectif de ce qu'il devrait avoir? Enfin, il faut qu'il sache un peu dans quoi il s'engage. Donc, il faut qu'il puisse avoir la possibilité de poser ces questions-là et qu'on lui réponde honnêtement aussi. oui. Voire même si on va jusqu'au bout, qu'à un moment donné dans le process, il y ait une rencontre au-delà du recruteur et du N+1, bah, qui est une rencontre avec certaines parties prenantes et certains Hmm, membres de l'équipe, hmm. qui facilitera par la suite l'intégration. Et Mais l'engagement. et l'engagement. L'intégration et l'engagement, parce que, je veux dire, quelqu'un qui se sent trompé enfin, je veux dire, qui est recruté, mais qui se sent trompé Oui. par ce qu'on lui a Je dis présenté. rapidement, on m'a pas tout dit. Mm. On m'a pas tout dit. En fait, peut-être que voilà, il se dit, je suis tombé dans un traquenard, et en fait, ben, dès que je peux partir, je me pars, quoi. Totalement. Et ça, je l'observe hein, chez mes clients, des gens comme ça qui restent pas. Parce que tout simplement, le profil, enfin le poste ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé lors de l'embauche, quoi. Totalement. Totalement. Voilà. Alors, Totalement. on a toujours des surprises, et c'est normal, mais ça dépend du delta, du delta qu'on peut découvrir. OK. Est-ce que tu as des exemples concrets de recrutement réussi où, bah, je dirais, l'intuition humaine, bah, elle a fait toute la différence, quoi. Alors là, je voudrais te partager, oui, oui, une expérience d'il y a quelques années, justement, quand j'ai cofondé l'incubateur à start-up. Donc, en quelques mots, un incubateur à start-up, c'est on crée un espace où on va accueillir des entrepreneurs Mm, et on va les accompagner dans le développement de leur entreprise. Et nous, on avait pris le pari de se positionner très en amont, c'est-à-dire des entrepreneurs qui se sont dédiés à leur idée à 100% sur leur projet, mais qui n'ont pas forcément encore leur premier client. mm, Et on crée un écosystème qui va les aider à passer ce cap et jusqu'à une première, voire deuxième levée de fonds. Après, c'est la phase de l'accélération. Et là, ils passent avec un accélérateur. Et donc, dans le cadre de cette expérience-là, j'ai été amenée à aider des entrepreneurs à trouver leur associé. Parce que souvent, ils étaient seuls ou ils étaient deux au lancement. Et puis, une fois que ça commençait à prendre, il fallait préparer une levée de fonds. Et pour préparer une levée de fonds, eh ben, il faut montrer aux investisseurs qu'on a une équipe solide où on a les compétences clés en interne. mm, Si on développe un produit tech, et qu'on doit avoir le CTO parmi l'équipe des associés mm, ou en salarié, ce qui est rare quand on se lance. Mais on ne peut pas dire qu'on le sous-traite mm. si c'est le cœur de Le cœur du l'activité. métier. Mm, Trop risqué. Et donc, j'ai été amenée à trouver des associés, ce qui est une des choses les plus compliquées. Pourquoi? Parce que il faut des personnes qui soient engagées comme si c'était leur propre bébé, alors que non, ils sont pas là mm, depuis l'origine. Souvent, à ce stade-là d'une aventure startup, il n'y a pas le niveau de salaire qui va bien, hein, vu qu'on prépare une levée de mm, fonds. Donc, on peut des fois pas du tout payer de salaire ou des salaires, mais vraiment de juniors pour mm, des personnes qui seraient expérimentées. Et surtout, il faut trouver des personnes un peu couteau suisse, parce que quand on est associé, on ne fait pas juste notre expertise. On participe à tout, à la stratégie, à la mm, communication. Enfin, on doit incarner le projet d'entreprise et on doit voilà, faire en sorte qu'il se déploie. Donc on doit avoir plein d'activités. Donc tout ça pour dire que en quelques mots, le recrutement d'associés, c'est super compliqué. Et à l'époque, ben, j'avais pris un pari fou de dire ben, je vais poster des annonces un peu décalées et je vais rencontrer toutes les personnes qui postulent indépendamment de leur CV. Parce que quoi qu'il arrive, vu qu'on rencontre souvent des entrepreneurs,
je pourrais les rediriger, même si c'est pas pour là le besoin urgent qu'on a en ce moment. Et en fait, le fait de faire ça et de prendre le temps de la rencontre, ça m'a permis de détecter des profils pépites qui seraient mais totalement passés à la trappe si mm, jamais j'avais fait un filtre des CV. Et souvent au début, les entrepreneurs avec qui je bossais, qui me connaissaient pas beaucoup, me disaient, mais non, t'as rien compris, regarde, il n'y a pas telle formation, il n'y a pas telle expérience, il n'y a pas tel mm, mot-clé, enfin, de quoi tu parles? Et moi, je disais, ben, j'ai passé 1 heure et demie avec le candidat, c'est à prendre ou à laisser, hein. Et quand il me faisait confiance, il me disait waouh, en effet, merci, voilà. Donc voilà un exemple où ben, mm, l'intuition et en tout cas le fait de s'être rencontré, d'avoir creusé les sujets, d'être allé vraiment chercher ce que la personne elle a dans les tripes, mm. euh, qu'est-ce qui l'anime vraiment, ça permet de faire des recrutements qui font pleinement du sens. Ouais. Oui, oui, et puis tu parlais d'un, d'une annonce un peu décalée, donc c'est aussi quelque chose que tu vas personnaliser par rapport à un objectif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas l'annonce de tout le monde, enfin, qui est pour tout, pour Et tous les merci, recrutements. merci de le dire parce que s'il y a bel et bien un angle mort énorme en recrutement, qu'un robot, aujourd'hui en tout cas, je n'ai Mm, jamais vu qui savent le faire, c'est d'aller challenger le besoin et du coup l'annonce. mm, Et moi, c'est le cœur de mon activité, c'est-à-dire, mais on en parlera après, mais on recycle des fiches de poste d'année en année. Si mm, quelqu'un part, bam, si c'est une création de poste, on bricole, parce que c'est jamais agréable de faire une fiche de poste, alors on bricole et on fait une liste de tâches et missions à accomplir. Ça ne marche plus, ça n'attire plus les mm, personnes. On fait une liste des profils types recherchés qui n'existe en mm, réalité pas, ou mm, quand même il existe, il a fait tellement ça depuis longtemps qu'il va arriver sur le poste, il va pas du tout vibrer parce que en oui. fait il est juste en mode voilà, je fais ce que je sais faire, point. Donc et dès que j'ai une autre offre mieux payée, je partirai. Mm, Donc s'il y a bel et bien aussi des choses que les robots ne savent pas faire pour l'instant, c'est de challenger le besoin et de rédiger des annonces qui sont vraies, mais qui parlent, quoi, qui sont oui. inspirantes, qui Mm. sont, comme tu l'as dit, personnalisées. Mm. Ah oui, je vois des annonces, des fois, je me pose la question, je me dis, mais comment ils vont recruter avec ça, quoi? Je me dis, ah, c'est, même sur LinkedIn, puisque bon, je suis très présent sur LinkedIn, des fois, je vois les annonces, je vois zéro, zéro candidature, je dis, bah écoute, pose-toi des questions parce que je pense que, Oui, oui, voilà. il y a un vrai travail de fond à faire sur ça, Ouais. souvent même sur aligner l'équipe sur quel est le besoin. Mm, Euh, Parce que souvent, ce que pense le RH ou le manager et les personnes sur le terrain, c'est différent. Donc mais, déjà, si dès le début, on n'a pas aligné toutes les parties prenantes, mm, bah, le risque d'une erreur de recrutement, il est monumental en fait. mm. Parce que, voilà. Oui, c'est là où il y a une vraie valeur et tout le boulot et toute la compétence RH, hein, c'est que le RH qui est chargé de recrutement, c'est pas lui qui va avoir le candidat dans son équipe. Donc c'est à lui de travailler avec le manager de l'équipe sur la définition du profil, des compétences, du cadre. Et Et d'ailleurs, même, c'est... en fait, c'est le côté organisationnel de Mm, l'entreprise. C'est-à-dire, bah, un recrutement, ça veut dire une personne en plus, ça veut dire un rôle en plus. Ça veut dire peut-être il faut re-questionner les rôles et les responsabilités mm, tels qu'ils sont organisés jusqu'à présent. mm, Et tu vois, c'est drôle parce que ça fait un petit moment qu'on se parle maintenant et on a pris, même toi et moi, alors qu'on est quand même mm, bien au courant du sujet, le sujet à partir du tri des CV mm. et des entretiens. Mais en fait, ça commence En un tout amont. petit peu avant dans mais quel est vraiment le besoin. Mm, Euh, et ça, tu vois, voilà, les robots pour l'instant ne font pas ça. ouais. Et pas grand monde ne s'intéresse à ça. Même un recruteur, un cabinet de recrutement classique va partir de la fiche de poste, va poser des questions sur Mm, la fiche de poste, mais va jamais re-questionner la fiche de poste. mm. Euh, Ouais, ouais. et ça, c'est un énorme angle mort. Mm. Et d'ailleurs, bon, ça, c'est pas l'objet de ce podcast, mais ça pourra faire l'objet d'un podcast ultérieur. C'est justement les matrices de compétences dans les équipes, qui sont souvent très ignorées, pas faites, et tout ça. En fait, le manager ne sait pas définir les compétences dont il a besoin dans son équipe. En nombre de personnes, en nombre en telle et telle compétence, qui est indispensable justement au système RH pour maintenir ses compétences, entretenir ses compétences et derrière les recruter, quoi. Mm. Mais c'est un très large débat aussi, ça. Et tu as tout à fait raison. Quelles sont les pratiques euh, vraiment essentielles qui sont recommandées pour, je dirais,
dans une entreprise, équilibrer l'utilisation des robots et l'utilisation des recrutements directs par entretien. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien l'utilité du robot, hein. Quand on a un grand groupe, il y a peut-être des postes où en fait on ne peut pas traiter des milliers et des milliers de demandes. C'est pas humainement possible. On n'a pas les ressources ni financières ni humaines pour le faire. Donc, pour toi, mais tu n'es pas obligé d'avoir une réponse exacte, hein, scientifique, mais je veux dire, pour toi, ça serait quoi une piste d'utilisation entre le robot et l'entretien direct? Bah, oui, c'est une question assez généraliste et il Hmm, faudrait enfin, ça dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Mais si on devait donner un principe ou en tout cas une ligne directrice vers laquelle, à laquelle se raccrocher, euh, pour trouver un équilibre juste entre les deux, en tout cas, c'est que le candidat qui, après avoir être passé par le filtre du robot RH, ait quand même un contact humain. hmm, Si c'est un test et proportionnel, j'ai envie de dire, au temps qu'il a passé lui en tant que candidat avec le robot. Voilà. Donc, s'il a passé 1 heure à faire un test hmm, de personnalité en ligne, alors ben, peut-être qu'il faut tendre vers un call de débrief de 5 à 10 minutes minimum, mais pour qu'il parle à un être humain. Si, par contre, il a envoyé son CV et que c'est un robot qui a trié son CV, ça nécessite évidemment pas forcément un call de 10 minutes, hmm, mais par contre, peut-être travailler sur le mail de feedback qui lui apporte quelque chose, un petit hmm, quelque chose. On ne hmm, vous a pas retenu parce qu'il manque ça, hmm, ou parce que ceci, ou parce que cela. Enfin, mais en tout cas, j'ai envie de dire, s'il y a un principe qui doit se détacher, c'est contact humain, retour humain hmm, proportionnel au temps hmm. qu'a investi le candidat avec le robot, quoi. Et en plus, tu as dit le temps, tu as dit 1 heure, mais 1 heure parce qu'il y avait un test de personnalité, mais je veux dire, une candidature standard où tu déposes ton CV, mais qu'en plus, il faut que tu réécrives ton Ah oui. CV dans l'espace robot, ben forcément, je veux dire, c'est le temps, il n'est pas négligeable parce que tu dois tout ressaisir, les dates, les choses comme ça qui sont dans le document que tu fournis. C'est pas négligeable ce temps-là. Et c'est à faire à chaque candidature. Euh, et comme tu dis, ça finit par décourager parce que si en plus c'est juste un mail qui dit bah, vous n'êtes pas retenu, ou pire, si vous n'avez pas de réponse dans les 15 jours, c'est que vous n'êtes pas retenu, c'est-à-dire que c'est la réponse automatique suite à ton dépôt. Donc en fait, c'est même pas 15 jours après qu'on te dit vous n'êtes pas retenu, c'est-à-dire qu'immédiatement après ton dépôt, on te dit si dans les 15 jours vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'êtes pas Ouais, ouais, retenu. ouais. Donc, Donc, tu vois, les pratiques recommandées, bah, c'est la réciprocité. C'est hmm, aussi bête que ça. C'est pareil, il y a une plateforme qui propose, par exemple, de postuler à travers une vidéo. Mais une vidéo, l'entreprise a défini une question et hmm, le candidat a 3 tentatives en live pour répondre à la question. Et donc, s'il n'est pas satisfait, bah, la troisième tentative, elle part quand même. hmm, C'est quand même ultra engageant pour le candidat de faire ça. hmm, Ça va lui demander de sortir de sa zone de confort, enfin, voilà. hmm. Euh, c'est pas tout à fait OK si derrière ça, il reçoit juste pareil, ce fameux mail automatique. Dans ces cas-là, si on a demandé au candidat de passer à travers ça, ben, expliquons-lui pourquoi le robot n'a pas retenu Mais, sa vidéo. hmm, Est-ce que c'était son langage corporel qui a été analysé? Est-ce que c'est le fond de ce qu'il dit? Mais il a besoin de ce feedback en fait, parce que hmm. sinon on donne, on se livre, on s'expose, et puis bam, on se prend une porte. Enfin voilà, donc Et puis pensez à ça. pour le vivre là alors dans un milieu extra-professionnel, mais avec une IA qui analyse les discours. Donc c'est un espace où tu parles face caméra et l'IA analyse tes mots, tes questions, les hésitations que tu as faites, les sourires, tout ça. Eh bien, il y a aussi des gros deltas entre la réalité, ce qui a été livré, et ce qui en est sorti. C'est-à-dire qu'en fait, selon euh, la voix de la personne, son intonation, son accent,
ben, les résultats peuvent être aussi, les analyses en tout cas, peuvent être faussées. Hmm. Eh Parce que oui, oui, derrière, c'est pas un humain qui regarde la vidéo, des fois, c'est une intelligence artificielle qui va analyser totalement, les éléments, quoi. Donc, totalement. et elle apprend aussi, mais à condition de lui donner des éléments. Parce que une intelligence artificielle, je veux dire, on est tous conscients du gros boom que ça a fait cette dernière année, hein, on n'a pas besoin d'aller très loin. Mais ça reste encore des choses qui apprennent, qui des fois inventent des choses. Je travaille, m'intéresse beaucoup à l'IA sur, je dirais, la formation ou certaines choses. Euh, des fois, l'IA m'a proposé des études, m'a dit, selon des études, il y a 30% de ça qui est arrivé. Et en fait, il n'y a aucune étude qui existe. Et si tu poses la même question à une autre IA, elle peut te dire, selon une étude, 60%. C'est-à-dire Ah, qu'en d'accord. fait, il n'y a pas d'étude derrière la réponse. Donc, tout ça, c'est des choses qui demandent à évoluer. Il faut être très Hmm. prudent là-dessus. OK, donc c'est un filtre. Donc, OK, on a bien vu euh, ben, un peu les limites un peu du robot, les utilités aussi. Hein. Ça n'a pas que, voilà, ça n'a pas été inventé pour Ça peut juste pour faire joli. accélérer, ça peut. Ça peut aussi être très bien pour être un outil à la décision, Hmm, pour éclairer hmm, sur des choses qu'on n'aurait pas pu voir ou autre, hein. bien Je sûr. dis pas qu'il ne faut pas du tout les utiliser, mais c'est important, je pense, d'avoir ce juste Oui, équilibre et surtout que le candidat puisse s'exprimer oui. vraiment sur les résultats de ce qu'a analysé le robot, Mm. quoi. Puis je pense que de ce que tu dis, c'est très important, c'est ce retour humain que le candidat doit avoir, parce que le candidat, il faut qu'il... Enfin, en fait, ça démarre très mal, quoi. Sa recherche d'emploi, quand elle démarre comme ça, où, entre guillemets, c'est des réponses automatiques, il n'y a pas d'humain derrière, la perte de confiance dans ses compétences, elle peut arriver très, très vite. Oui, oui, Parce oui. qu'en fait, la personne, elle peut être très compétente, avoir de l'expérience, mais en fait, son boulot, c'est pas d'être candidat. Son boulot, sa compétence, c'est pas d'être candidat à un C'est clair, poste. c'est Euh, clair. même si c'est effectivement une vraie compétence qui doit s'acquérir, enfin, qu'il faut avoir, qu'il faut vite développer parce que la rédaction des CV, la rédaction des lettres de motivation, justement, en vue des robots, j'avais vu des spécialistes du RH qui disaient que un CV pour un robot ne doit pas être rédigé De comme la si même vous envoyiez façon. un CV par courrier parce que il le lira pas de la même façon. Lui, il a Et besoin c'est d'une là où on lecture très entre simple. dans une nouvelle ère, parce C'est ça. que maintenant, il y a aussi l'inverse, l'autre pendant, c'est-à-dire que les candidats font faire leur CV, leur lettre de Mm, motivation par un robot. mm, c'est ça. On ne peut pas lutter contre ça. Mm, Par contre, ça pose vraiment la question, et pour moi, ça renforce la nécessité et l'importance de l'entretien, de la mm, rencontre, parce que de part et d'autre, mm. on Pour, va mm, on va pouvoir masquer des choses à travers des outils bien sûr. Mm, digitaux. Et c'est le jeu, bon, ben, pourquoi mm. pas. Mais du coup, Ah, la rencontre sera capitale pour être sûr que, parce qu'après, par contre, on ne travaille pas encore avec des robots. On travaille mm, avec un manager, mm. des collègues, Oui, oui, dans une entreprise où il y a des collaborateurs, des êtres c'est humains. ça. Donc, Mm, pour s'assurer que la collaboration va pouvoir bien se faire dans de bonnes conditions, l'entretien et le rôle des RH restera primordial mm. sur cette partie-là. Ouais, ouais. OK. Alors, Julie, on a fini cette partie 2. On va attaquer la dernière partie, dernière ligne droite. Alors, quelles sont les initiatives ou solutions que Echo a mises en place ben, justement pour trouver des talents qui échappent aux robots RH? Mhm. Alors, dans la méthode que j'ai développée au fur et à mesure des années et des expérimentations, qui viennent d'ailleurs d'être validées par la faculté de psychologie du travail des organisations de Toulouse, euh, il y a trois fondamentaux. Ce qui veut dire que c'est pas une méthode forcément qu'on applique pas à pas dans toutes les situations, pour tout type de poste, dans tout type d'entreprise et secteur, mais on peut l'adapter. Par contre, voilà, ça tourne autour de trois fondamentaux qu'il vaut mieux garder et s'approprier. Le premier, c'est
d'arrêter de voir l'acte de management comme un acte managérial uniquement et d'impliquer les équipes, les parties prenantes, les opérationnels et les personnes sur le terrain. C'est de prendre le temps en collectif de re-questionner quel est le besoin à ce moment précis, autant en termes de compétences techniques, mais aussi de voilà, comment la personne va s'intégrer à l'équipe, dans l'écosystème, etc., etc. Donc là, le premier fondamental, c'est remettre le collectif, réimpliquer le collectif dès la définition du besoin. Mais c'est vrai aussi tout au long du processus de recrutement, c'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, les candidats qui sont shortlistés rencontrent aussi l'équipe. C'est positif et pour l'équipe qui a son mot à dire et qui voit des choses que le manager ou le RH ne voit pas. Mais c'est bien aussi pour le candidat de voir de façon plus précise où est-ce qu'il va potentiellement travailler. Voilà, donc le collectif. Le deuxième point, c'est de re-questionner le premier filtre, qui est le CV. Il me semble qu'on a dit plus tôt que la prédictivité d'un CV, au final, est très proche de zéro. Et donc, c'est de trouver autre chose. Et ce qui est certainement plus pertinent pour plein de raisons, et c'est ce que nous disait aussi cette même étude, cette méta-analyse, c'est que on peut envisager un premier filtre sur la motivation. Alors, pas la lettre de motivation, encore moins à l'heure de ChatGPT, mais par contre, demander au candidat, et c'est pareil, ça, il faut l'adapter à chaque poste, mais de répondre à une question, à une problématique, voilà, quelque chose qui va lui prendre, allez, minimum une bonne demi-heure de production. Ça peut être une question très large comme de se présenter, comme une question de nous donner un exemple de telle situation, ou voilà, voilà, ça peut être plein de choses à adapter en fonction des métiers. Euh, mais ça veut dire que tous les candidats n'y répondront pas, et c'est OK, parce qu'on a besoin d'un filtre, mais que ceux qui y répondent ont vraiment envie. euh, voilà, l'annonce qu'ils ont lue leur a donné envie. Mm. Euh, et donc, ils se projettent. Voilà. C'est bien plus contraignant pour eux que de transférer leur CV. Et c'est OK, en fait, de faire ce premier filtre sur la motivation. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la première partie, quand on fait ce travail de fond avec le collectif sur le besoin, ça nous permet évidemment de rédiger une annonce qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus différenciante en fait, et qui se rapproche du vrai travail, ce qu'on appelle le travail réel, et pas la théorie d'une Mm. fiche de poste, voilà, avec des bullet points, voilà. Et donc, le collectif, premier filtre sur la motivation, et le troisième point, qui alors là peut être appliqué dès aujourd'hui et sans aucun frais et sans, c'est la posture en entretien. C'est repenser, ok, quel ton je veux donner à mes entretiens. Aujourd'hui, il y a un énorme biais, il y en a d'autres, hein, mais le principal biais, je pense, auquel il faut s'attarder, c'est celui de la désirabilité. C'est-à-dire que autant le candidat que l'employeur est dans une posture où il sait que l'autre a des attentes et il fait en sorte de répondre aux attentes de son interlocuteur. Ce qui fait qu'on ne se rencontre pas vraiment dans un entretien d'embauche, on se vend l'un et l'autre. Mm. Donc, l'employeur vend sa structure, vend le poste, et puis le candidat vend sa candidature. Évidemment, on augmente le risque de déception d'un côté comme de l'autre, encore une fois que, on travaille vraiment ensemble Mm. et que ça y est, on y est, que le contrat est signé et que donc il y a un vrai enjeu, pour les 2 parties de se rencontrer avec davantage d'authenticité, Mm. d'apprendre à se connaître et à se dire: «Mais est-ce que, voilà, on a vraiment intérêt à travailler ensemble sur le long terme?» Et ça tient à des choses très, très simples, mais des petits détails qui font une énorme différence. Mm. Ça va être quelques exemples. Le cadre dans lequel on se rencontre. C'est sûr, si on est en tête à tête dans une salle de réunion où il y a presque l'écho, ouais, le feeling, il va pas être super Mm. pour se livrer à l'autre. Ça dépend de comment l'employeur, le recruteur, le manager se présente. Voilà. Mm. Est-ce qu'il se présente avec juste son titre de poste et le nombre d'années d'ancienneté, ou est-ce qu'il va parler de lui un peu plus de façon engagée, qui va dire, voilà, j'ai 3 enfants, Mm. je viens de... Voilà, ça dépend vraiment de ces petits détails. Est-ce qu'on laisse au candidat, dès le début, la possibilité de poser des questions, des sujets pour pas qu'il les garde pendant tout le long, voilà, des choses qui peuvent le stresser ou en tout cas le perturber. Voilà, tous ces petits facteurs, c'est vraiment des choses toutes simples qui coûtent absolument rien à mettre en place, mais à re-questionner qu'est-ce qu'on attend vraiment d'un entretien, et je pense qu'on a tous intérêt à se parler avec davantage de vérité. Mm. Donc voilà les 3 points fondamentaux. Après,
moi, quand je prends en charge un recrutement, il y a un autre point que je peux faire parce que aussi je suis externe, donc j'ai plus de temps et c'est le cœur de mon métier, c'est la réciprocité, c'est-à-dire avoir un process qui est plus juste pour les candidats. Donc, je te donne un exemple. Euh, je leur demande de répondre à quelque chose. Avant de il y a la promesse que je rencontre tous les candidats qui ont pris le temps de répondre. Donc déjà, ça, ben, ça leur Mm, fait du bien. mm, Ça les incite aussi à répondre. Et avant de les rencontrer, je leur envoie une petite vidéo de moi pour me présenter. Ce qui veut dire qu'on est à peu près à égalité au moment mm. où on se rencontre. Voilà. Donc il y Intéressant. a cette qualité du process et de l'expérience candidat que moi, je vais pousser jusqu'au maximum parce que voilà, je ne suis pas dans l'opérationnel, dans l'urgence et quand je prends une mission de recrutement, ben c'est la valeur que j'apporte. Mm, Mais voilà, dans les grandes lignes, ce que je propose. Et donc, en effet, à un moment donné, dans le processus, donc je vois les candidats au moins 2 fois avant de les présenter à une entreprise. Le premier rendez-vous, euh, il ne s'est pas fait sur la base du CV, ce qui veut dire que je pars d'une feuille blanche mm, euh, et j'invite la personne à m'expliquer son parcours. Et là, c'est pareil, on voit qu'il y a une énorme différence entre entre ce qu'on pourrait capter d'un CV et la qualité de l'information qu'on obtient quand on invite la personne dans une narration. mm, Donc, le premier entretien, quand on a fait ce premier filtre plus sur la motivation, on demande au candidat de dérouler son parcours. Et moi, je creuse beaucoup les aspirations, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus ou ne veulent pas pour les plus jeunes. Euh, et en fait, se détache de toute cette discussion dans les grandes lignes, leur mode de fonctionnement. mm, Ce qui permet aussi de voir si la personne, elle va, même si d'un point de vue expertise, elle correspond, si elle va savoir s'intégrer, si elle va adhérer à la culture d'entreprise, à l'équipe, etc. Et il m'arrive d'utiliser un outil, donc ce qu'on appelle ici robot RH, qui est un test qui prend que 10 minutes à passer pour le candidat, qui permet de creuser ses modes de fonctionnement. Alors je l'aime bien parce que ça fait appel à l'élan naturel et pas au cerveau. Ça veut dire que mm, c'est juste une série de mots des séries de mots proposées au candidat et il doit sélectionner la série de mots qui lui parle le plus. Donc, c'est pas voilà, des mm, phrases, des affirmations à se dire qu'est-ce qui me correspond le plus. Je prends évidemment, lors du deuxième rendez-vous, le temps de débriefer des résultats. C'est qu'un support à la discussion oui. pour mieux comprendre le candidat. Et souvent, en fait, ça lui permet, lui, de prendre beaucoup de recul, de se poser des questions et de se dire, ah ben oui, au final, j'avais pas forcément vu ça sous cet angle, mais c'est vrai que ça me correspond plus que tel environnement, etc. Donc, déjà, ça prend que 10 minutes à passer. Et puis, surtout, ça va lui apporter quelque chose, quoi qu'il arrive, même si, in fine, il n'est pas retenu sur le poste. Voilà dans les grandes lignes. Mm. J'espère que c'est assez clair. J'essaye Oui, de... oui, c'est très clair et c'est très intéressant parce que ça apporte bah, enfin, une valeur au recrutement qui est pas du tout courante, quoi. Je veux dire, qui donne aussi beaucoup de chance à l'entreprise. C'est ce qui m'avait beaucoup plu dans l'approche dès le début, qu'on s'était rencontrés. C'est vraiment que ça donne à l'entreprise un maximum de chances d'avoir un candidat, d'avoir un futur collaborateur qui match à la fois professionnellement et à la fois Mm. culturellement dans l'entreprise. Oui, Et je crois qu'une fois même, tu m'avais dit, quand je vais revenir vers l'entreprise, je vais dire, voilà, ce candidat-là, grosso modo, je prends un chiffre au pif, hein, mais il match à 80% pour vous, et il va falloir l'accompagner sur ces 20%-là. oui. Il y a Euh, aussi cette transparence, les points de donc, vigilance, en tout cas, parce que c'est personne n'est ça. à 100%, ni l'entreprise, ni le Non, candidat d'ailleurs, hein. Il n'y a tout à aucune entreprise fait. parfaite. Hmm, Et c'est jouer ce rôle un peu neutre, de dire hmm, à l'un et à l'autre, voilà les points où, en tout cas, il faut que vous en discutiez dès maintenant, hmm, avant de prendre une décision, parce que là, vous n'êtes pas totalement en c'est phase. ça. Et ça peut être OK, mais ça peut aussi ne pas être OK, mais il faut se le dire, vaut mieux se le dire Hmm, maintenant que se rendre compte dans 9 mois. oui, oui. Il y a un autre point, du coup, que je voudrais souligner, que j'ai pas souligné, c'est qu'il y a le fait de proposer ce premier filtre, pas sur le CV, mais sur la base de la motivation, donc inviter les candidats à répondre à quelque chose. Hmm, Ça génère un peu un stress du côté des employeurs mais du coup, on va les rencontrer, mais s'il faut, ils sont pas compétents. hmm, Ça nous dit rien sur leur capacité à tenir le poste.
Et l'expérience prouve, mais bon, en même temps, c'est du bon sens, qu'un candidat qui va prendre minimum une demi-heure pour produire quelque chose, c'est qu'il a des choses à raconter sur ce poste. Moi, j'irai pas passer une demi-heure à me vendre sur un poste de comptable, par exemple. Parce que bien je sûr. sais pertinemment que je ne suis pas pertinente pour ce poste. Mm. Donc, en fait, c'est une chaîne. C'est pour ça que ces fondamentaux, ils sont liés quand même. Plus on a pris le temps de rédiger une annonce qui est juste, qui est précise et qui met en avant pas le profil recherché avec des critères, mais vous vous sentirez bien sur ce poste si vous aimez, en Mm. fonction du poste, hein, avoir un Oui, oui. cadre. Hein, ben, le candidat, il s'y retrouve, et s'il s'y retrouve, il prend le temps de répondre, et s'il prend le temps de répondre, c'est qu'il a vraiment beaucoup de choses à raconter pour ce poste. Mm. Et je termine sur ça. Ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est que certes, il y a des candidats, des fois, qui ne sont pas assez expérimentés pour le poste qu'on a proposé, mais qui ont fait l'effort de répondre via la motivation et qui en fait peuvent constituent un super vivier pour d'autres postes qui seront potentiellement ouverts plus tard. Donc c'est cette Mm. approche, elle permet de faire une shortlist sur le poste en question, mais aussi d'avoir une approche de vivier qu'on peut ou pas prendre le temps d'entretenir, mais c'est quand même mieux de l'entretenir. Mais Mm. elle permet vraiment de se dire, ben, je capte des profils qui sont intéressés par mon projet aussi Mm. d'entreprise. Et C'est ça, ça. c'est très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est extrêmement intéressant cette approche parce que ben, elle donne un maximum de chances Au candidat et à aux l'entreprise. candidats, à l'entreprise et aux deux, entre guillemets, de conserver une collaboration plus longue, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Totalement. si on va trop vite, on s'aperçoit que oui, ok, on a coché la case du recrutement, on a trouvé quelqu'un, mais en fait, on recommence quelques mois après parce que, pour Oui. plein de raisons différentes, hein, mais voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas assez développé la partie en amont, quoi. Et le Ok. coût d'un recrutement raté, il est énorme. Alors, il y a les coûts directs, mais il y a aussi des coûts indirects, et notamment Hmm. ben, le moral de l'équipe. Hmm. Enfin, ça va jusqu'à impacter ben, la qualité de la relation client ou du Hmm. produit. Enfin, voilà, donc c'est les C'est coûts. clair. Et, Euh, et, et puis ce que tu disais au début m'a beaucoup plu, c'est aussi, ben, selon le poste bien sûr, c'est d'intégrer l'équipe de l'entreprise dans le recrutement. C'est tellement important. Je veux dire, là, c'est une phase tellement importante pour l'avenir, à la fois Totalement. de l'équipe et à la fois du futur collaborateur qui arrive dans l'équipe. Voilà, enfin, ça... Déjà, ça apporte un signe Oh. de reconnaissance, donc ça Hmm. aide aussi, c'est un des paramètres pour ben, engager ou Hmm. réengager ses collaborateurs, c'est un signe Bien de sûr. confiance. Hmm. Euh, et puis, ben, ça réduit les angles morts parce qu'en fait, eux ont une vision différente, Hmm. donc c'est super intéressant. Par contre, il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire si on les implique, il faut aussi écouter leur avis au moment du choix du candidat. Oui. C'est sûr que si le manager a impliqué son équipe, mais qu'au final, il décide seul de qui il retient, Hmm. là, c'est super contre-productif, par Hmm. contre. Oui, s'il Euh, implique l'équipe juste pour faire joli et voilà. dire voilà, oui, oui, on vous a consulté. Oui, oui, tout à fait. Il faut aller Donc jusqu'au l'idée, bout. c'est aussi, en tout cas dans cette démarche, c'est de remettre en tout cas remettre de la confiance entre le manager et son équipe, Hmm. entre le candidat et l'employeur, parce que au final, un process de recrutement qui est opaque, qui est sur des critères qui paraissent pas justes, etc. Il injecte de la méfiance et ensuite on va collaborer ensemble, mais Hmm. sur une base de méfiance. Hmm. Alors, mieux vaut petit à petit essayer de créer les conditions de la confiance Bien et en sûr. fait ça dès le départ en fait ne serait-ce que de la réflexion Hmm. de quoi on a besoin. Voilà. Ok. Bon, Voilà dans les grandes lignes. très intéressant. Alors, comment les entreprises elles peuvent adapter leur processus de recrutement pour être plus, je dirais, plus inclusives ou identifier justement des candidats qui ont une valeur qui correspondent beaucoup plus aux critères, enfin, qui correspondent ou des fois pas aux critères algorithmiques. C'est-à-dire des fois, il y a la Mm. fiche de fonction, le critère algorithmique, et puis en fait, ben, finalement, le candidat qui collerait, ben, il n'est pas du tout dans ces cases-là, quoi. Comment elles peuvent Ouais. améliorer cette inclusivité, entre guillemets, dans le recrutement? Alors, juste avant de répondre, merci de poser ce terme parce que d'expérience, il crée beaucoup de débats, le terme Inclusif. l'inclusivité.
L'inclusif, ouais. Parce que, bon, on en a beaucoup parlé, et du coup, notre réflexe, quand on parle d'inclusivité, c'est de penser handicap, enfin voilà. Mais en fait, c'est l'inclusivité, c'est au-delà de ça. C'est que on est tous très différents. On a tous des parcours très différents, des origines très différentes, mais pas que en termes de nationalité ou de culture, mais aussi en termes d'école, etc. Et c'est de dire chacun a sa place dans l'entreprise, peu importe d'où il vient, et voilà. Donc c'est beaucoup plus vaste et c'est super important. Enfin, ça fait partie pour trouver du sens au travail, il faut avant tout se sentir en confiance dans une équipe. Donc Mm, c'est super important. Et bah, je pense que j'y ai à peu près répondu avec la première, enfin, ce qu'on vient de se dire, c'est que il faut, je pense, avant tout pour un employeur, prendre conscience que bah, le monde a évolué, beaucoup évolué, le recrutement pas du tout. Et donc, c'est de se dire, bah, de toute façon, même les carrières ne sont plus linéaires. C'est-à-dire que rares sont ceux, et ceux toutes générations confondues, mm, qui vont occuper le même métier, le même poste pendant 15 ans. Donc, on ne va plus trouver, en tout cas de moins en moins, trouver des candidats qui ont occupé le poste qu'on propose pendant 5 années consécutives. mm, Donc à partir de là, comment on fait pour s'ouvrir justement? Ben peut-être qu'on re-questionne le premier filtre du CV. On on peut aussi, alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup de marque employeur, c'est-à-dire communiquer sur ben, l'expérience des collaborateurs chez nous pour donner envie. Mais bon, ça doit pas être qu'une façade, ça doit être incarné. Donc c'est pour ça que impliquer les équipes, c'est super important mm, pour qu'eux aussi soient des bons ambassadeurs de l'entreprise. Et pourquoi pas aller jusqu'à ben, envisager certains recrutements quand c'est pertinent, comme de l'événementiel. C'est sûr que si c'est un poste super confidentiel pour le directeur financier, on va pas le crier sur tous les toits forcément. Mais sur des postes plus opérationnels, peut-être créer voilà, tout ce qui est portes ouvertes, en tout cas mm, aller à la rencontre, parce que la problématique principale, je pense par exemple au secteur du transport qui a beaucoup de mal à recruter par exemple des conducteurs. Ils ont commencé à comprendre que maintenant, ils vont pas recruter des conducteurs qui ont fait ça toute leur carrière, peut-être des personnes qui n'ont jamais fait mm, ça avant, et qu'ils vont former. Mais encore faut-il que le vocabulaire, ne serait-ce que le vocabulaire qu'ils utilisent dans les annonces, mm. puisse parler au commun des mortels qui connaît rien à ce secteur. Oui. Donc c'est voilà, c'est vraiment ce travail de réflexion amont, de se dire, c'est un peu les principes du marketing au final. Mm, Ben, qui on veut toucher et en fonction de qui on veut toucher, ben, comment on adapte notre discours. bien sûr. Mm, Donc voilà, c'est mm, mais c'est avant tout, je pense, pas une question de technique, c'est avant tout une question d'état d'esprit. C'est surtout mm, ça que je veux dire par rapport aux employeurs. C'est mm, qu'avant, le comment, on trouvera toujours des solutions, surtout à l'heure où les outils se multiplient. Mais par contre, c'est vraiment au fond prendre conscience qu'il faut, voilà, le monde a changé et il faut se re-questionner sur ses pratiques. Et du coup, bah, ça génère des peurs de changer d'habitude. Et c'est prendre le temps aussi mm, de regarder ça en fait. Et mm. quelles sont les peurs qui sont super justifiées? Et celles qui sont plus de l'ordre du bon, mais c'est parce que c'est nouveau, mais en Oui, réalité, le risque, il est pas, il est pas il est pas présent. fort. Voilà. Mm, Donc, exactement. Donc, c'est avant ok. tout changer, enfin, travailler sur son état d'esprit, parce qu'après, les moyens, on les trouve. Mm. Oui, oui, si on Quand a on est décidé progressif, de... il faut C'est surtout changer. qu'on a décidé de là où on voulait aller. Après, Exactement. on est beaucoup plus à Et par trouver contre, C'est beaucoup plus facile de ouais. trouver les solutions. Mm. C'est sortir du schéma de ça marche plus comme avant, mais du coup, c'est la faute des candidats, ils veulent plus travailler Mm. ou ceci ou cela. Ça, ben, on va nulle part, quoi. Mm. C'est-à-dire que donc c'est se remettre en question aussi, c'est de se dire bah oui, moi en tant qu'employeur, comment je peux aussi faire un pas de Mm. côté pour ben, re-rencontrer les candidats qui, il y a 5 ans ou 10 ans, étaient présents. Mm. Mais voilà, ils le sont plus, mais il y a des raisons pour ça. Donc c'est avant tout une question Oui, d'état d'esprit, je puis dans pense. ce que tu dis, ça montre beaucoup un état d'esprit aujourd'hui d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé. On n'est pas forcément d'accord avec ces changements. Oui, Parce que mais ils s'imposent à nous. voilà, mais si on veut avancer et si on veut obtenir des résultats, il va falloir à un moment donné accepter certains changements pour pouvoir adopter des stratégies qui vont avec. Oui, Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé de se dire oui, c'est une bonne chose ou autre. Mais en attendant, quand j'ai besoin de candidats dans mon entreprise pour produire, ben, il faut que je les trouve.
Oui, Et donc, ben, s'il faut que je change un peu ma méthode, ben, faut au moins que je me pose la question, quoi. exactement. Mm. Mais encore une fois, hein, je pense que c'est état d'esprit avant outils et moyens Mm. et techniques en fait, hein, parce Mm. que sinon on se trompe. Ouais, ouais. On se trompe et on le fait pas pour les bonnes raisons. Oui, 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 Euh, exactement. Alors, je pense que j'avais une dernière question pour conclure. C'est-à-dire quel conseil donnerais-tu aux dirigeants déjà d'entreprise, aux RH, pour intégrer ces méthodes alternatives ou dans leur pratique de recrutement? Donc, tu as un peu répondu un peu par changer aussi de façon de voir les choses, l'état d'esprit. C'est pas si évident que ça, mais est-ce qu'il y a je sais pas, des endroits ou des moyens qu'ils ont pour mieux connaître tout ça, mieux Oui. ouvrir justement leur connaissance sur le sujet, quoi, parce que c'est pas Mm. leur métier de base, hein, forcément. Oui, Mais voilà. oui. Ou quand on est RH, on a tellement été enfermé des fois depuis longtemps dans un schéma. Moi, je suis très surpris des fois dans certains métiers que ben, les gens finalement ne connaissent au-delà de ce qu'ils ont appris à la base, ben, ils n'ont pas une culture très large dans leur métier. Voilà. Donc, comment ils peuvent ouvrir ça? Alors là, il y a plein de façons de le faire. D'expérience, ce qui revient très souvent, c'est des professionnels, c'est quand ils ont fait le pas de côté pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et même dans d'autres secteurs, en général, le premier pas, il n'est pas simple à faire parce qu'ils se disent, ben, bon, voilà, si je suis dans le secteur du social, par exemple, je ne vais pas parler à l'industrie, quel est Hmm, l'intérêt? Et en fait, quand cette rencontre se fait, waouh, en général, ça fait du bien. Déjà, ils se rendent compte que tout le monde a les mêmes problématiques, c'est vrai. peu importe le secteur, la taille d'entreprise, la renommée, Hmm, etc. Et puis, ça veut dire que chacun a des bonnes pratiques ou des choses qui ont échoué, mais le partage d'expérience entre pairs, il est super riche. Et hmm. donc ça, ce partage d'expérience, pardon, il est possible dans plein d'endroits. Il y a des associations, je pense à FAS par exemple, je sais plus, le nom a changé récemment, donc je veux pas dire de En bêtises. face, c'est quoi? C'est un Ah, réseau RH? non, Non? c'est une association autour du sujet de l'inclusion Hmm, euh, et donc qui, par exemple, qui organise mais, énormément d'événements sur ces hmm, sujets-là. Il y a des réseaux RH, en effet. Il y en a pas mal qui existent, la NDRH, le CMRH, où les professionnels peuvent se rencontrer et faire des échanges de bonnes pratiques et pareil, participer à des conférences, à hmm, des matinales. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, c'est aussi prendre le temps comme tu dis, de sortir de son quotidien, hmm, s'accorder 1 heure par-ci, 2 heures par-là, pour sortir de son entreprise, aller rencontrer d'autres professionnels et commencer ces réflexions de fond un peu, et puis s'enrichir de témoignages d'autres, et puis aussi d'experts qui interviennent dans ces endroits-là. hmm, Moi, je co-anime depuis quelques années maintenant un laboratoire des entreprises engagées en Haute-Garonne. Et c'est l'objet, c'est de se dire 1 fois par mois, pendant 2 heures, on est autour de la table entre DRH, chefs d'entreprise, chercheurs d'emploi et institutionnels. Donc, il y a des représentants de France Travail, de l'APEC, et on débat, on discute sur des problématiques de l'emploi en Haute-Garonne. Et c'est hmm, super enrichissant, en fait, de croiser les regards, de croiser les expériences, de se rendre compte de la réalité de l'autre. hmm, Voilà, donc c'est avant tout prendre ce temps de rencontre, d'échange et hmm. d'aller, voilà, la curiosité de trouver des solutions ensemble. Oui, et puis c'est quelque chose que, comme je disais, quand on est en entreprise, on rencontre effectivement, on s'aperçoit que les gens sont peu dans des réseaux métiers extérieurs. Bah, ce qui fait que nous, on y est parce qu'on est entrepreneur, donc bah, le réseau métier, le réseau professionnel, le réseau de dirigeants, ça fait partie de notre ADN et je dirais, de notre vie métier Oui, c'est d'entrepreneur. essentiel, on ne peut pas fonctionner sans. Mais c'est C'est vrai que quand ça. on est en entreprise, en général, et moi je le vois avec les candidats que j'accompagne, c'est des personnes qui ont des super carrières souvent, Hmm, mais qui sont restées dans leur entreprise et qui c'est du ça. coup n'ont aucun réseau en Hmm, dehors des anciens collègues. c'est ça. Euh, donc c'est aussi, voilà, Hmm, prendre, changer d'un point de vue un peu culturel et de se hmm, dire, ok, ça va, mon entreprise va bénéficier du hmm, fait que de temps en temps, je vais, euh, je vais à des événements hmm. sur mon temps de travail, quoi, parce que Et, ça fait partie aussi aujourd'hui.
de ce qui est censé apporter un bon RH ou un bon dirigeant. Dirigeant. Et tu soulignais quelque chose tout à l'heure qui est extrêmement important, justement, et que si j'avais un message à donner aux gens là-dessus pour les encourager à faire ce premier pas qui est pas facile, c'est que effectivement, quand on va dans un réseau, on s'aperçoit qu'en fait, on n'est pas tout seul à avoir les mêmes problèmes. Non. Ça nous sort de l'isolement. Parce qu'en fait, des fois, on va être dirigeant dans son coin, on va être RH dans son coin, et, et finalement, on est en souffrance, parfois, parce qu'on ne voit pas de porte de sortie, on ne voit pas d'issue. Et puis finalement, de fait de rencontrer d'autres personnes qui ont eu les mêmes problèmes, comme tu dis, qui ont échoué dans certaines solutions, qui ont réussi dans d'autres, eh bien finalement, ouf, ça nous ouvre une bouffée d'oxygène Oui, oui, énorme. oui, oui. Et donc, je peux que inviter effectivement les gens à faire ce premier pas, d'aller dans un réseau, essayer un autre réseau, En parce que des essayer fois, d'autres parce il y a que des c'est choses bien qui de le vous conviennent, souligner. il ne faut pas s'arrêter au premier, parce que des Exactement. fois, il y a des choses qui nous conviennent, des fois, c'est le groupe, c'est le cadre, c'est la méthodologie. Exactement. Chaque Et réseau a son identité aussi, c'est sa ça. propre façon de fonctionner. Il y Mm, en a qui sont très professionnels, très cadrés, d'autres mm, où ça va être un peu plus détente et ça sera plutôt aller boire mm. un after work. Donc, Oui. il faut aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Le premier pas n'est pas simple, il faut tenter. Il faut en essayer plusieurs pour Mm, trouver le réseau, l'endroit où on se sent le plus à l'aise. On peut, avant d'adhérer, il y a toujours au moins une fois où on peut y aller en tant qu'invité. mm, Donc il faut pas hésiter. Et puis à ce côté, souvent, j'aime pas y aller seul, je vais connaître personne. Ça, on est tous passés par mm. là. Mais en fait, on n'est jamais le seul à être seul, à arriver seul. Donc en Complètement. réalité, à Mm, part les 2 premières minutes, en général, ensuite, ouais. voilà, ça se fait. Et puis ce genre de réseaux sont là pour ça, donc ils Mm, accueillent les nouveaux aussi. Donc oui, oui. ouais. Ils connaissent bien les problématiques des gens qui viennent déjà, ils ont, parce que eux-mêmes ont vécu les mêmes, enfin, ou en tout cas, sont passés par les mêmes étapes. Mm. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite Oui, sur plein de sujets. Des fois, même selon les réseaux, vous pouvez embarquer un autre collaborateur de votre entreprise qui va se dire, voilà, oui, ben tiens, finalement, Paul ou Isabelle, ben, effectivement, ça l'intéresserait aussi de venir dans ces totalement. réseaux-là. Et franchement, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Ça Oui, permet oui, de oui. sortir de Mm. son isolement dans l'entreprise. Donc, OK. Ouais, Bon, super, totalement. super intéressant pour conclure cette dernière partie. Donc, si on fait un peu un retour, là, j'ai pris aussi quelques notes. Euh, on peut retenir que les algorithmes de recrutement, ben, ils ont des limites, mais ils ont aussi des points forts parce que des fois, s'ils existent, c'est qu'on a trouvé Totalement. des avantages aussi de les utiliser. Mais je dirais leur limite, c'est l'évaluation humaine. Je dirais vraiment de la partie purement humaine et aussi peut-être des compétences, comme tu as évoqué, on a des parcours différents, des compétences, on va dire, non conventionnelles, celles qui collent pas forcément au poste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des compétences transférables dans ce poste-là. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, il ne faut pas s'en remettre face à la complexité de l'humain et de trouver des Mm, candidats. C'est pas pour autant qu'il faut s'en remettre à 100% à ces robots. à Bon, ils ces peuvent outils. être évidemment une aide, mais Mm. il faut faire attention de ne pas trop leur en demander non plus et de. Après, j'ai noté aussi que l'expérience candidat, c'est vraiment une étape importante dans le recrutement. C'est ce qui peut, je dirais, c'est ce qui va donner ou pas aussi une certaine confiance au candidat à poursuivre dans sa recherche de candidature. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas pris, mais si en fait on a la perception ou que finalement ben, on a appris des choses dans cette candidature-là, ça va nous encourager à aller à la suivante. Alors que Totalement. si effectivement on a eu l'impression d'avoir un mur devant nous, ben, beaucoup de personnes risquent de s'arrêter, de se décourager Oui, de la recherche de candidature et de postuler. Ce qui fait que des fois, ben, je pense que, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais on peut avoir beaucoup de personnes qui se retrouvent en échec d'emploi parce que cette situation va durer, durer, durer. Et finalement, on tombe oui, dans ça crée un isolement. un isolement, ouais, c'est ça. Ouais, Mm. totalement, C'est ça. totalement, totalement. Et je dirais dernièrement, alors oui, il y avait quelque chose aussi sur, on a parlé des recruteurs humains et de la partie humaine, mais ce qui peut aussi avoir des biais, hein, comme les robots, l'humain peut avoir des biais, On hein. en aura toujours. On C'est en ça aura sur la posture, et donc ça pourrait faire l'objet d'un futur podcast, parce que je pense que là, rien que sur ce sujet-là, des biais,
humain dans le recrutement. Il y a beaucoup de sujets intéressants à dire. Et puis le dernier point, ben, les entreprises doivent régulièrement analyser leur méthodologie de recrutement, éventuellement ben, l'adapter en fonction du poste, essayer de sortir du cadre Totalement. aussi, voilà. Donc on a parlé, c'était pas prévu, mais on a parlé du réseau parce que effectivement c'est quelque chose qui est important parce que ça c'est quelque chose qui justement va ouvrir, j'allais dire les chakras. Oui, oui, mais en tout cas, Ça la va ouvrir en créativité, tout cas ça la va, voilà, créativité, totalement. sortir de son isolement, sortir de Oui. peut-être d'une spirale des fois où on tourne en rond et on n'arrive plus à trouver la solution parce qu'on reste enfermé dans son microcosme en entreprise. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une conclusion intéressante de ce podcast à destination des dirigeants, des responsables RH en entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, hein. Parce que je pense que tout le monde est concerné, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le métier, qu'on soit Mm, un petit artisan, une PME ou une ETI, voilà, on a les mêmes sujets. totalement, totalement, Voilà. totalement. Alors, je vais te poser, Julie, une dernière question, qui est la question fondamentale de ce podcast. Mhm. Alors, que signifie, selon toi, conjuguer organisation et humain? Mhm. On pourrait en parler pendant longtemps. Conjuguer organisation et humain. Enfin, je trouve ça super intéressant parce que dans ma vision des RH, un des points clés, un des sujets RH clés, c'est accompagner l'entreprise à avoir la meilleure organisation. Et ça, on n'y pense jamais. On pense recrutement, paye, contrat de travail, etc. Mais on pense jamais à ce sous-jacent qui est que, en fait, la façon dont on recrute, la façon dont on développe les compétences, enfin, tous les sujets RH ramènent à l'organisation. Qui fait quoi, comment, quels sont les liens, comment on fait évoluer cette organisation en fonction et des personnes qu'on a, mais aussi des contraintes du marché. Donc pour moi, c'est 2 sujets qui sont inséparables. Quand on décide de changer une organisation, ça amène à apporter de la transformation auprès des collaborateurs. C'est pas juste: «Ah bah tiens, on redessine l'organigramme et puis chacun, demain a une boîte différente». C'est bien plus complexe que ça. Donc c'est 2 sujets qui sont intimement liés, et qui rendent la vie de l'entreprise complexe, hein. Hmm. Hem, mais encore une fois, moi, je fais partie de ceux qui prônent pour du davantage de collaboratif, de collectif et du coup, l'organisation, historiquement, elle est pensée par la direction, et de plus en plus, il faut aller vers, ben, quand même impliquer, les parties prenantes là-dedans. Enfin, en tout cas, faire en sorte que les collaborateurs deviennent partie prenante dans ces décisions-là parce que, au final, c'est ceux qui sont au plus proches de l'opérationnel qui, parfois, détiennent les solutions de performance, les plus pertinentes et souvent, en plus, les plus simples et les moins coûteuses à mettre en place. Hmm. La Hem, recette, la bonne recette. Si je peux me permettre de nommer un livre qui Hmm. m'a Bien absolument sûr. marquée je crois que j'étais encore étudiante à l'époque. Je vais pas me rappeler là du nom des auteurs, mais le titre du livre, c'est «Créer la confiance». Oser la confiance, oser la confiance et c'est 2 chefs d'entreprise qui ont redressé X entreprises industrielles, au bord de la faillite, en impliquant les opérationnels et c'est assez fou de voir à quel point c'est grâce à l'implication des collaborateurs, et d'ouvriers, pas du tout qualifiés, qui ont sauvé les entreprises, quoi Hmm. et qui sont repartis sur des croissances, des développements à l'international et cetera. Hmm. Donc casser ce voilà, l'organisation, elle doit certainement être pensée à un moment donné d'un point de vue stratégique par la direction, mais elle doit de plus en plus impliquer toutes les strates de l'entreprise, ouais. Ok, ben je mettrai Et le la confiance. lien ou enfin, la référence. Ouais, On vérifiera ensemble ça, mais merci de cette il y en a plein ouverture d'autres, hein, aussi. mais Oh oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Et, Merci Julie pour cet échange qui apporte vraiment un éclairage et une autre façon de voir le recrutement.
de tous les talents qu'on peut avoir besoin dans l'entreprise. Alors, pour les personnes qui nous écoutent encore et toujours, Merci pour euh, ça. voilà, merci à vous, et qui veulent en savoir plus sur toi ou sur Echo, comment ils peuvent te joindre? Qu'est-ce que je peux leur donner comme lien? Écoute, je pense que LinkedIn est une bonne plateforme pour ça, Oui, pour un premier contact. Il y a aussi mon site internet. oui, Euh, le site voilà. Echo. Ok, Mm. ça marche. Bon, je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Donc, vraiment, merci Julie Merci à pour toi. cet entretien. Merci à toi. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.